Euh, Bonjour à tous, à ceux qui ne nous ont pas encore vus sur scène. C'était déjà le cas tout à l'heure pour pitcher la session. Donc, je m'appelle Stéphane Goudot, je suis architecte cloud chez Microsoft. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Thierry, CTO de News Republic. Et on n'a plus d'écran. Je ne sais pas si c'est une veille. Non, c'est peut-être moins. Donc, on a un challenge supplémentaire qui va être de faire en sorte que les slides passent suffisamment vite pour que la veille n'apparaisse jamais. Donc, quels sont ceux dans la salle qui ont déjà entendu parler de News Republic? On fait un petit sondage. Ah, quand même, ça fait plaisir. On a Happy Geek aussi, qui est, pour certains, en tout cas peut-être dans la salle, encore plus connu que News Republic. Donc je vais peut-être faire une présentation de qui on est, justement. Alors je vais faire rapidement. De toute façon, c'est pas mon métier. Moi, je suis à la technique. Si tu veux, moi je vais passer les slides. Vas-y. Donc, News Republic, on est forcément un éditeur d'applications, donc sur smartphone et tablette. Et aussi, on a autre objet connecté. Bon, là, j'ai une montre, par exemple, une Gear Live. On essaie de faire des choses voilà, sur chacun de ces objets, que ce soit avec Samsung, avec Google. On travaille pas mal avec eux. Et on a donc 5 applications disponibles, les plus connues étant News Republic et Happy Geek. Moins connu, si certains dans la salle ont un HTC, depuis Sense 5, il y a un service qui s'appelle Blinkfeed. Eh ben, il faut savoir que derrière Blinkfeed, il y a une société donc, bordelaise qui s'occupe de toute la partie gestion de contenu et gestion du back-end donc pour HTC à Taïwan. Donc c'est fait à Bordeaux. Donc, transition, donc oui. Bordeaux en 2008. J'y étais en 2008. Au début, on était 5. On est maintenant 29 et dans 6 bureaux dans le monde. Donc, il y a une petite carte. Le plus récent étant la Chine, qui est ouverte depuis 6 mois. Agrégation de contenu dit partenaire contenu, donc 1 millier dans le monde. Et on intègre donc 500 000 articles par jour. Aujourd'hui, on a à peu près 10 millions d'utilisateurs, 500 millions de pages vues par mois. Donc on est content. En tout cas, voilà, en 6 ans, on a réussi à faire notre petit chemin dans l'agrégation de contenu. Et parmi les distinctions, donc celle qui parle peut-être le plus aujourd'hui, on est donc top développeur. On est aussi Editor's Choice. Donc je voulais vous dire, allez dans la rubrique Editor's Choice, on était premier encore jusqu'à la semaine dernière, mais là, on est un peu descendu. Bon, on l'est toujours. Microsoft aussi nous a donné le label BizSpark One. Et puis récemment aussi, le Pass French Tech. On n'est pas très nombreux en France encore à l'avoir. C'est un peu en des cas d'études. Mais on l'a obtenu. Donc en Aquitaine, on est 2. On fait partie de ces 2 boîtes-là. Alors pourquoi le cloud, Thierry? Pourquoi le cloud? Alors, moi je viens dans une ancienne vie, j'étais chez Cdiscount. Ça c'est encore plus connu que News Republic. Et chez Cdiscount, j'étais responsable des développements web. Donc voilà, quand les soldes arrivaient ou des choses comme ça, à chaque fois, 3 mois avant, allez, on va acheter des serveurs, on va les mettre dans la ferme d'hébergement. Et puis on va quand même croiser les doigts et puis ça se passait pas toujours très bien, mais bon, à force, on y arrivait. Quand on a monté News Republic, j'ai dit, bon, déjà, plus jamais ça. Et puis c'est vrai qu'il y a 4 ans, il y a le cloud qui a commencé à arriver. Et quand on monte un service, parce que là je parlais des chiffres qu'on a aujourd'hui, mais au début, on n'en sait rien du tout. Bon, on espère, hein, parce que sinon, on ne se lancerait pas dans l'aventure. On espère que ça va marcher. Mais on a des moyens qui sont un peu limités, et puis 2, le succès, ça va prendre un peu de temps, et puis si ça peut nous aider, enfin en tout cas le cloud, et c'est ce qu'on va montrer, nous aide là-dedans, c'est autant de gagner pour faire du vrai développement et pas s'occuper à acheter des machines et prier pour que ça tienne. Donc, startup élasticité, voilà, j'imagine, déjà dans la salle, je pense qu'il y a beaucoup de développeurs, on va dire clients. Enfin, chez nous, on appelle ça des développeurs. On a 2 parties, hein, des développeurs serveurs et développeurs clients. Donc, qui est développeur serveur dans la salle?
Ah, il y en a quelques-uns. Bon. Voilà, bienvenue. Donc, Startup Élasticité, ça c'est un premier point. L'international. Une application, enfin en tout cas la nôtre, elle était faite pour marcher partout dans le monde. Forcément, il n'y a pas de miracle. Hein. Les temps de réponse, plus le centre d'hébergement est proche de l'utilisateur final, meilleurs seront les temps de réponse. Vous aurez beau optimiser tout votre code, à la fin, ça marche aussi comme ça. Donc l'international, c'était un point. Les services offerts, on y reviendra plus tard. La facilité de mise en œuvre aussi. Surveillance et maintenance, voilà, c'est tout un pack. Ce qui compte effectivement le plus, c'est qu'on a quand même réussi à construire ça à 3 personnes. Donc 3 développeurs serveurs, quelque chose qui gère plus d'1 million de visites par jour. Sans le cloud, je pense qu'on n'aurait tout simplement pas réussi, quoi. Alors tu parlais de cloud. Bon, le cloud qui a été choisi, c'est le cloud Microsoft, l'offre de cloud public Azure. Juste pour mon information, combien de personnes dans la salle ont déjà entendu parler d'Azure? Très bien. Et qui a commencé à jouer avec? On a une bonne marge de progression. Donc, alors, on reprend ensemble les critères que tu avais énoncés, Thierry. Bon, l'élasticité, de fait, on a la capacité à faire du scale-up sur les machines virtuelles qui sont montées dans Azure, du scale-out aussi, évidemment. Et en plus, le scale-out, on peut le faire en auto-scaling, c'est-à-dire qu'on va avoir la possibilité de monter des machines en fonction de la sollicitation qui arrivera sur l'infrastructure back-end. Cas idéal pour l'utilisation d'une application qui, à l'instant T, peut solliciter beaucoup plus de serveurs et beaucoup moins suivant l'heure du jour. Encore qu'avec une implantation internationale, ce qui est le cas avec Azure, on peut faire les 3.8 sans souci avec News Republic. Donc on a des data centers partout dans le monde, on en est à 16 aujourd'hui, il y a de nouveaux data centers qui se construisent. Alors sachant qu'un data center, c'est un gros investissement financier. On a tous les outils pour surveiller et maintenir ces services back-end. Donc ils sont directement intégrés dans le portail, ils sont également présents dans des applications complémentaires, notamment toute la série Visual Studio Online, application Insight, qui permettent d'avoir une vue très précise sur la disponibilité des services, sur les dysfonctionnements qui pourraient s'être produits sur les services, sur les performances de ces services. Et on sait faire de la surveillance à la fois technique, mais également métier, puisqu'on peut équiper les applications avec un kit de télémétrie et avoir des informations sur l'usage de l'application, ce qui est également très intéressant sur l'application mobile. Donc on a toute une gamme de services offerts, et pour le coup, on a des services aussi bien d'un point de vue réseau que de données. Alors qu'on va voir au niveau données, c'est assez largement utilisé par News Republic. On a plusieurs modes d'hébergement, Cloud Services, services d'infrastructure IaaS, Mobile Service, notre ami Alex en parlait ce matin, et puis Azure Website. Et enfin, on a tout un ensemble de services plus applicatifs, avec du cache, avec du CDN, avec un service bus dont on reparlera d'ailleurs au cours de cette présentation. Il manque un critère, c'est la facilité de mise en œuvre. Et là, pour le coup, on ne va pas réinventer la roue, on va réutiliser des outils qui sont déjà maîtrisés par les développeurs. Et ces outils, ce n'est pas uniquement des outils Microsoft. On a fait passer le message ce matin. On va adresser la plus large gamme possible de langages. Donc ça va de .NET, Node.js, en passant par Java, PHP, Python, Ruby. Donc tous ces langages sont supportés sur la plateforme Azure. Tous ces langages viennent avec leur kit de développement, leur SDK. Et donc, on complète ça avec une offre Cloud Service qui cible directement le mobile, qui est Azure Mobile Service, où on va choisir simplement sa plateforme. Alors, on peut avoir des approches multiplateformes avec des solutions comme Xamarin ou PhoneGap, mais on peut cibler un type de device en particulier. On peut cibler de l'Android directement depuis la partie back-end Azure Mobile Services. Donc voilà l'intérêt d'Azure, effectivement, par rapport à la problématique. Maintenant, parle-nous un peu de l'architecture du système d'information News Republic, Thierry. J'avais essayé de c'est déjà simplifié, mais je me rends compte que ça n'est pas assez et qu'on n'arrive pas à avoir grand-chose. Alors je vais t'aider là, c'est la partie à demeure. Il reste, voilà. Donc il reste tu n'as pas tout mis dans le cloud alors. Si vous n'y voyez pas, je peux vous comprendre. Ici, on va parler du back-end et de ce côté du front-end. Le back-end chez News Republic, ça consiste essentiellement à aller s'interconnecter avec les 1000 fournisseurs de contenu. C'est ce qu'on voit ici. Et il reste donc ce qu'on appelle on-premise, donc c'est hébergé à Paris chez nos amis de chez Wacom.
cette partie-là d'intégration de contenu. Donc je me connecte aux 1000 fournisseurs, souvent du RSS, mais ça peut être du FTP, ça peut être des systèmes complètement dédiés. Je crois qu'on en est arrivé à 200 types d'intégration au final sur les 1000, donc un peu de boulot. Et on va mettre tout ça dans une base de données qu'on appelle nous Core, qui va être donc à Paris chez Wacom. Alors on a aussi une partie, parce que petit à petit on essaie en fait de migrer toutes ces technos-là dans le cloud. Donc on a aussi une partie du back-end qui est sur Azure, donc Nord-Europe. Si je ne dis pas de bêtises, c'est à Dublin. C'est une vision de la répartition géographique qui est très américaine. Donc Ouais. vous avez effectivement Amsterdam et Dublin comme data center. Et donc le data center à l'ouest, c'est Amsterdam. Ouais. Bon. Bon, on avait choisi Dublin, ne me demandez pas pourquoi. Sûrement, le premier qui a cliqué, il a pris Dublin. Voilà, donc c'est parti comme ça. Et dedans, en fait, on a intégré en fait dans la dernière version de News Republic, on peut s'ajouter ces flux RSS. Donc ça ne se limite pas aux 1000 fournisseurs de contenu. On a aussi mis en place un système d'agrégation de flux RSS, où là, pour le coup, on avait quand même besoin en termes d'élasticité, de quelque chose de plus souple, parce qu'aujourd'hui on est peut-être à 50 000 flux RSS intégrés, demain ça peut potentiellement monter à 1 million. Donc le système qu'on avait mis en place il y a 4 ans pour l'intégration des contenus partenaires, on l'a revu pour le RSS pour qu'il soit scalable, bon, c'est jamais à l'infini, mais En tout cas, normalement ça devrait suffire. Et donc on a donc dans ce back-end toute cette partie intégration RSS. On a aussi un moteur de tagging, donc agrégation de contenu. Nous, ce que l'on fait, c'est qu'à chaque article intégré, on essaie d'en extraire les mots-clés. Ces mots-clés nous serviront ensuite pour de la navigation ou donc on a un user profile aussi qu'on construit en fonction de ces tags. Enfin, il y a un peu d'algorithmie autour de tout ça. Et donc on a un moteur de tagging qui est déjà sur Azure et qui est appelé par le back-end on-premise. Là, ici, il faut me croire, mais c'est du contenu statique, donc on récupère toutes les images. Tout le contenu, on le récupère chez nous, on récupère toutes les images, on récupère même les vidéos. L'objectif derrière, c'est on fait des applications, c'est du mobile. On essaye de minimiser au maximum la data. Donc on récupère toutes les images qui n'étaient pas forcément formatées pour du mobile. Et ensuite, on le verra sur la fin, mais on resize tout à la volée et on passe par le CDN d'Azure pour délivrer les images dans les applications. Donc ça, c'était le back-end. Le front-end. Donc le front-end, on voit tous ces petits PDA, alors ça a été fait avec Visio, donc les PDA ils sont un peu vieux, mais c'est donc on va dire les smartphones et les tablettes. Aujourd'hui, on utilise 4 data centers dans le monde. Donc North Europe, lui, on a toujours gardé le même, donc ça c'est normalement si vous vous connectez d'ici, vous devez tomber sur ce data center. Et après, donc pour les US, on en a un aux US, et en Asie, en fait, on en a 2. Parce qu'il y a une petite particularité, c'est que pour la Chine, les performances depuis Hong Kong n'étaient pas terribles. Il se trouve qu'on a eu de la chance, c'est que Azure a été déployé en Chine récemment. Bon, on a eu un peu de mal à avoir le contrat avec Azure pour la Chine parce que c'est justement particulier. Mais du coup, voilà, on utilise aussi donc, le data center à Shanghai. Et quand je parlais justement le côté international, faire ça avec des data centers classiques, c'est vraiment compliqué. Alors que là, c'est quand vous déployez votre service, vous choisissez juste l'endroit où vous voulez qu'il aille. Donc c'est juste une boîte à clics. Et c'est juste, enfin voilà, moi c'est le côté le plus génial de la solution. Hein. C'est ce côté-là, c'est de pouvoir avoir sa solution hébergée partout dans le monde sans se prendre la tête, quoi. Le dernier point en bas, c'est pour la vidéo, on utilise Dailymotion aujourd'hui. Voilà, ils ont
un service DM Cloud pour faire ça. Et le dernier point qui manquait, c'est effectivement le CDN. Donc, vous savez ce que c'est qu'un CDN? Bon, on va dire que oui. Voilà, Akamai, par exemple, ça en est un très gros. Voilà, Microsoft en propose un. L'idée, voilà, c'est pour les images de proposer un service d'hébergement qui est encore meilleur, quoi. Et je crois qu'il y a 24 nœuds dans le monde, ou même peut-être plus que ça. Au début, on en avait 24. Aujourd'hui, je ne saurais pas dire combien on en a. Ouais. Ouais. Bon. Très bien. Donc, tu as dit, effectivement, c'est génial l'implantation internationale des data centers. Alors, il y a d'autres trucs qui sont assez sympathiques. Donc, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de services qui étaient disponibles dans la plateforme et qu'il y avait plusieurs façons d'héberger le code. Et donc, si on rebalaye ensemble l'architecture, première chose, la machine qui servait à taguer le contenu, c'est juste une machine virtuelle. Donc, là, on se fonde sur l'offre infrastructure as a service que propose Azure. On choisit la taille de sa machine. Effectivement, on choisit où on va la déployer. Choisir la taille de sa machine, en fait, on a un modèle. C'est du prêt-à-porter, hein, c'est pas du sur-mesure. On a une dizaine de modèles et chaque modèle correspond en fait à une dimension en termes de processeur, en termes de mémoire, en termes de bande passante, en termes de disques. Et on peut étendre, on peut rajouter des disques en IaaS. On peut étendre jusqu'à 16 téraoctets de stockage sur une machine virtuelle. Et donc, cette machine virtuelle, elle est persistée. Et un des aspects intéressants dans l'offre Azure, c'est qu'on peut mélanger des machines de type IaaS avec des machines de type PaaS. Alors PaaS, Platform as a Service, IaaS, Infrastructure as a Service. Dans le cas du IaaS, Microsoft fournit le hardware, la virtualisation, le réseau, le stockage. Et puis, c'est responsable des opérations d'aller configurer la machine, éventuellement l'installer, mais il y a des modèles qui permettent de démarrer. C'est à lui de veiller à ce qu'elle soit à jour en termes de patch de sécurité, par exemple. Donc, il y a plus de travail sur le IaaS que sur le PaaS. En fait, on fournit un modèle de développement. Donc, on parle de Cloud Service PaaS. Ce modèle de développement, il est basé sur des rôles. Donc, on décrit la topologie de l'application qu'on veut déployer dans le data center. Et sur la base de cette description, donc qui est un fichier XML qui indique la définition et la configuration de l'application, on va voir ces différents rôles. Le web role, qui va exposer une application web ou un service web, et le worker role, qui est plutôt un service qui va tourner en tâche de fond. Et là, quand on regarde l'architecture qui a été montée par News Republic, on voit qu'on utilise les deux types de rôles. Et donc, on va utiliser conjointement ces différents rôles de Cloud Service PaaS avec la machine IaaS qu'on a vue précédemment. Oui, c'est du IaaS parce que voilà, c'est de l'Apache, du Java, du MySQL. Donc voilà, cette machine-là, voilà, on a pris justement cette VM, on a tout installé dessus, ça persiste. Et voilà. Effectivement, c'est important de le signaler, je ne l'avais pas dit, en IaaS, vous installez pas forcément du Windows. Bon, alors là, en l'occurrence, c'est sur du Windows, mais ça aurait très bien pu être une distribution Linux qui aurait été installée, du CentOS, de l'Ubuntu, du SUSE. Et donc, par contre, les rôles PaaS, eux, ciblent directement du Windows. Tu as parlé des quantités de données très significatives qu'utilisait News Republic, News Republic mettait à disposition. En fait, il y a plusieurs façons de gérer les données dans des data centers, dans les data centers associés au cloud public Azure. Donc, première chose, on peut déjà stocker les données dans ce qu'on appelle le stockage Azure. Donc, on a plusieurs niveaux d'abstraction qui sont proposés pour le stockage Azure. Ça peut être du table storage, donc c'est un stockage tabulaire non relationnel, donc avec une connotation NoSQL pour ceux qui s'intéressent à ça, même sachant que dans Azure, on a aussi des possibilités d'utiliser des moteurs NoSQL existants comme MongoDB et Raven, ou même une offre plus récente d'Azure qui s'appelle DocumentDB, qui permet de faire du NoSQL directement as a service sur Azure. Donc il y a ce stockage tabulaire non relationnel, il y a du blob storage, donc là très pratique pour stocker des images par exemple, donc totalement déstructuré. Et puis on a évidemment un SQL as a service. Donc on sait déployer du SQL Server en IaaS, on sait déployer d'autres moteurs de base de données comme Oracle par exemple, MySQL, on sait les proposer et les mettre à disposition en IaaS sur notre infrastructure, mais on sait proposer aussi Azure SQL Database, donc qui est la mise à disposition as a service de la fonctionnalité moteur de base de données relationnelle. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin de déployer son serveur SQL. On veut de la haute disponibilité, elle est native. Le service, il va utiliser 3 serveurs physiques et on va uniquement interagir avec un serveur logique. Donc on va
On va pouvoir comme ça travailler sur une base de données avec les mêmes mécanismes qu'habituellement, avec un framework, avec les outils qu'on connaît déjà. Simplement, toute la partie plomberie entre guillemets associée à la base de données, elle va être disponible et on va pouvoir bénéficier de fonctions très avancées comme de la géoréplication, comme du geo-failover, enfin des fonctions très très avancées au niveau base de données qu'on aurait bien de la peine à implémenter tout seul. Et puis, comme tu l'as dit, Thierry, on a un service Azure CDN qui est là pour faire en sorte qu'on ait une proximité qu'on soit au plus proche de la donnée et donc avoir de meilleures performances, une meilleure expérience utilisateur, voire également une meilleure disponibilité du service. On dispose également donc, de services complémentaires d'un niveau applicatif. Donc, News Republic, vous avez utilisé le système de messagerie sécurisé qui est proposé avec Azure Service Bus. Donc là, l'intérêt, c'est qu'on a pu effectivement exposer des services qui tournent à demeure dans le data center que vous utilisiez avant d'aller vers Azure et les exposer pour qu'ils soient utilisables de façon sécurisée depuis la plateforme Azure. Donc, sachant que Service Bus propose des services complémentaires comme la déduplication de messages, qui s'appuient sur des protocoles standards, sur des interfaces REST, donc en HTTP, en WSTAR, en AMQP, on va pouvoir communiquer directement avec Service Bus. Mais donc parlons un peu des chiffres de News Republic parce qu'ils sont quand même plutôt intéressants. Oui, alors effectivement, pour certains, ça ne doit peut-être pas beaucoup parler, tout ce qu'on a vu. Mais ce qu'il faut en comprendre, c'est qu'en fait, ce qu'on a fait, c'est on a assemblé des briques qui sont mises à disposition dans Azure. Et c'est ce qui nous a quand même permis en 3 ans de développer toute cette infra. Et je pense que le chiffre le plus remarquable ici, on ne va pas regarder les chiffres de données ou autres, mais c'est les développeurs. On est 3, et je m'inclus dedans, à avoir fait ça en 3 ans. Sans ces technologies-là, on n'aurait jamais réussi. Avoir un hébergement mondial dans 4 data centers intégrés, des dizaines de milliers d'articles tous les jours, et puis gérer quand même parce que là on en est quand même à des centaines de téraoctets de données transférées. Voilà, tout ça avec 3 personnes. On n'a toujours pas de service d'exploitation. Je ne dis pas que ça ne viendra pas un jour, mais aujourd'hui on n'en a toujours pas. Aujourd'hui, ce sont les développeurs qui font les mises en production. Voilà, il n'y a qu'avec ces technologies-là qu'on a réussi à mettre tout ça en place, quoi. Voilà. Bon, et après, effectivement, la dernière ligne, c'est pas gratuit. Il n'y a pas de solution gratuite. Ça nous coûte un petit peu d'argent, donc c'est normal que... Mais à côté de ça, quand on voit, nous, avec la petite équipe que l'on est, tout ce qu'on a réussi à faire, ça vaut l'investissement en termes de coûts d'hébergement qui existerait de toute façon si on avait dû mettre en place un hébergement dans les 4 coins du monde. Très bien. Est-ce que je crois qu'on arrive à la fin de la présentation, même s'il nous reste 6 minutes 35. Donc nous sommes à votre disposition si vous avez des questions, pour entrer plus dans le détail dans certains des services qui ont été utilisés, pour avoir plus d'informations, je sais pas, sur la montée en compétences sur Azure quand on n'a pas de vécu sur le sujet, sur la façon de gérer le développement multiplateforme, quand on target 5 plateformes, c'est peut-être différent de n'en cibler qu'une seule, ou pas. Enfin bon, je sais pas, je pose les questions qui me passent par la tête, donc trouvez vos propres questions, parce que peut-être que mes questions sont pas les bonnes, donc n'hésitez pas. Monsieur ? Oui, merci. Justement, par rapport à la montée en compétences, je me demandais comment est-ce que, je ne sais pas si vous avez développé auparavant sur des outils open source, est-ce qu'il y a une marche quand on passe sur quelque chose qui est totalement gratuit ou quand on passe sur un service totalement intégré comme Azure? J'imagine que oui. Et si oui, est-ce que c'est quelque chose qui se fait facilement et sur combien de temps? Alors, le choix d'Azure, c'est vrai que de notre côté, il s'est fait quand même assez simplement. On va dire que le noyau de l'équipe serveur, quand je parlais de Cdiscount justement, Cdiscount, ils utilisent des technologies Microsoft quand même sur le serveur. Donc, quelque part, nous, quand on a regardé les offres cloud, et puis bon, il y a 4 ans,
Il y a 4 ans, je crois qu'on avait le choix entre Amazon et Azure, hein, pour faire simple. Voilà. Et donc nous, naturellement, on est parti là-dedans parce que les langages de programmation, c'est du C#, on fait de la SPNet, on connaissait déjà SQL Server. Donc je ne peux pas parler personnellement de migration ou de progression. On a retrouvé tous nos petits, si ce n'est que ce n'était pas un serveur 2IS, mais ça s'appelle un web role. Mais il ne faut pas non plus croire, hein, derrière tout ce langage du cloud, il y a des machines qui tournent sur Windows Server avec 2IS dessus. Ça enlève toute une complexité, mais in fine, c'est toujours des machines avec un processeur, un système d'exploitation. Voilà. Donc, Quand vous disiez que vous aviez le choix entre Amazon et Microsoft, qu'est-ce qui a fait que vous êtes allé plutôt chez Microsoft? Qu'est-ce qu'ils avaient de plus en fait? bah, je vais peut-être un peu me redire là-dessus, mais effectivement, c'est la connaissance de tout l'environnement. Moi, ça fait plus de 10 ans que je travaille avec des technos Microsoft. On était déjà, BizSpark One, par exemple, qui est le label que Microsoft avait donné à la startup. C'est parce qu'on avait déjà beaucoup de relations avec eux. Donc, pour l'histoire, hein, c'est parti. Nous, on est abonné MSDN. On a reçu un jour Azure dans la newsletter. Qu'est-ce que c'est? On a cliqué et puis à la fin de la matinée, on avait déjà un serveur hébergé je ne sais où. Voilà, et on s'est dit, bah attends, bon, c'est très jeune, mais finalement, pour notre nouvelle infra, est-ce que c'est pas juste ça dont on a besoin? Donc on n'a pas vraiment regardé Amazon, on les a utilisés un tout petit peu pour justement pour le CDN, parce que là j'ai dit que tout marchait, mais des fois il y a des choses qui ne marchent pas. Et on a eu des petits soucis avec le CDN Microsoft il y a à peu près 1 an de ça. Et on a déporté, on a utilisé le service CDN fourni par Amazon. Mais c'est ma seule expérience avec Amazon, donc je ne saurais pas trop en parler aujourd'hui. Voilà. Prochainement, qui utilisera un service cloud? Théoriquement, d'après ce qui a été dit ce matin, vous devriez être 40% lever le doigt dans la salle. Hein. Moi, j'ai bien retenu le chiffre du Gartner. Ils ont une boule magique là-bas. Enfin, bon, donc ça vous intéresse de venir discuter d'Azure avec moi ou Bon, bah, très bien. J'ai un client, enfin un prospect en tout cas. Bah, très bien. Bah, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, merci beaucoup pour votre attention. Ah, pardon. Alors, News Republic. Donc, la grosse nouveauté récemment, c'était l'intégration des RSS. Ça se voit pas, peut-être pas forcément, mais effectivement, quand vous faites une recherche, dans un deuxième temps, parce que forcément, on essaie de mettre plus en avant le contenu licencié, mais dans un deuxième temps, on peut ajouter les RSS. Et là, notre développeur Android, ce sur quoi il est essentiellement, il y a Android L qui arrive. Donc on est en train d'essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait Android-ifier dans l'application. Pas mal occupé sur les montres aussi. Donc Android Wear, essayer de faire que, la semaine dernière, c'était faire en sorte que les notifs elles soient moins floues, comme nous l'a demandé Google. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui arrive? Il y a une version qui va sortir. On essaie de faire des versions, enfin des releases à peu près tous les 2 mois. Donc de manière régulière et d'ajouter, on a un chef produit hein, qui définit quelles doivent être les évolutions produits. Donc voilà. Et aujourd'hui, on n'est pas dans l'endroit, mais
on relance notre application Windows Phone. Voilà. Donc pour ceux qui ont des Windows Phone dans la salle, à partir d'aujourd'hui, ils peuvent télécharger la nouvelle version de News Republic.